20h, Jules Tyran, 15 points. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 20 mars 2050. Vous êtes sur Tactic News. Voici les principaux titres de l'actualité. Des étudiants barricadés dans leur classe. Ils s'opposent à l'algorithme qui impose les études qu'ils devront suivre. Nous serons en plateau avec celle qui a lancé le mouvement, Lisa Heulebrugh, face à la ministre de l'Enseignement. C'est historique. Dans un instant, la première humaine immortelle s'adressera au reste du monde. Nous serons en direct avec notre correspondante, Lina, sur place. La zone protégée d'Amazonie fête ses 10 ans d'indépendance. Des bénévoles belges en reviennent d'ailleurs aujourd'hui. Firdaus les attend pour nous au canal de Bruxelles. International, au Nourland, la présidente Nour a annoncé la création de villes kangourous dans son discours demi-mandat. Audience cruciale dans le procès d'un robot soignant poursuivi pour avoir brisé la nuque de son créateur. Des habitants du quartier de Saint-Gilles ont témoigné cet après-midi. Compte rendu d'audience avec Basile en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils refusent qu'on leur impose leurs études et protestent contre l'algorithme du gouvernement. Les étudiants de l'Athénée Léon Lepage à Bruxelles se sont enfermés dans leur école et s'opposent à la reprise des cours. Nous retrouvons Sarah qui est sur place. Bonjour Jules, je suis à l'Athénée Léon Lepage, là où des élèves se sont barricadés dans leur classe. J'ai avec moi 2 élèves, Inès et Asma. Que pensez-vous du refus d'Elisa ? Je pense que c'est nécessaire. Elle a pris la responsabilité de dire non à cette école et à cet algorithme. On se doit de la suivre. Nous ne sommes pas des robots. Je dis oui à Lisa. Pensez-vous retourner à l'école ? Absolument pas, car je pense que tous les élèves doivent être avec Lisa et on doit tous dire non à l'algorithme. Merci Jean, je vous tiens au courant de la situation. Ce blocage des classes ne réjouit pas forcément les professeurs d'école, ni les parents d'élèves, qui se sont également exprimés au micro de Sarah ce matin. Écoutez. Déjà, mes élèves, ils veulent pas me laisser rentrer dans ma classe. J'ai jamais vu ça en 20 ans de carrière. On m'a jamais fait ça. Alors déjà, on leur offre un algorithme, on leur offre tout ce qu'ils veulent pour réussir dans la vie. Et ils nous remercient comme ça. Peut-être que je peux comprendre maintenant. La génération a changé, la mentalité elle a changé. Peut-être que là, maintenant, on peut dire qu'ils sont un peu déshumanisés. Moi, exemple, avant, je vivais dans la rue. Grâce à l'algorithme, j'ai pu avoir un travail, nourrir ma famille, nourrir les gens. Je peux les comprendre d'un point de vue, mais il faut aussi penser aux autres, pas penser qu'à soi. Et il faut vivre avec. Je pense ça, il faut vivre avec. Et sur notre plateau, nous accueillons celle qui est à l'origine du mouvement, Lisa Heulebrugh. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Madame Yousra, ministre de l'Enseignement obligatoire. Bonsoir à vous. Bonsoir. Madame la ministre, le mécontentement étudiant prend de l'ampleur d'heure en heure. Que comptez-vous faire ? La situation est en effet préoccupante, mais les étudiants doivent prendre conscience qu'ils mettent en péril leur avenir en continuant leur grève. Lisa Heulebrugh, vous êtes la première à vous être opposée à l'algorithme qui, pour rappel, imposait de vous former au théâtre alors que vous désiriez être médecin. Que reprochez-vous au système ? On n'a plus la liberté de choisir. C'est incroyable. Moi, je suis passionnée de médecine et je veux faire ces études. Pourquoi me forcer à monter sur une scène ? J'en ai aucune envie. Surtout pour faire la promotion d'un système que je ne cautionne pas. Avant, on pouvait choisir. Maintenant, c'est un logiciel. Comme si on n'avait plus le droit de rêver. Et nous allons justement revenir en images sur la création du logiciel. Il y a déjà 30 ans, on retrouve nos 2 invités en plateau dans quelques instants. 2026, le système éducatif belge est à l'agonie. Le gouvernement est alors obligé de déclarer la mort officielle de l'enseignement le 21 mars. Rapidement, de violentes manifestations explosent dans tout le pays. Le 26 avril, Driss Floris, un jeune enseignant brugeois, est décapité en pleine rue. Il devient le premier martyr de cette guerre numérique. En réaction, le gouvernement met en place l'algorithme en 2030. Son but est de décider pour nous des meilleures études et ainsi d'éviter toute possibilité d'erreur ou d'injustice. Mais très vite, les premières manifestations hostiles à l'algorithme apparaissent dans l'espace public. C'est en 2037 que notre score social est lié à l'algorithme. L'année suivante, Diego Garcia est le premier citoyen européen à être arrêté pour un score social jugé insuffisant. Mais le vrai tournant de la contestation se situe en mars 2042, quand le gouvernement européen admet publiquement la première erreur de l'algorithme. Un mois plus tard, un groupe d'activistes, Error 404, multiplie les cyberattaques. En juin, c'est la fameuse opération Delete, lorsque l'armée prend d'assaut une école namuroise qui abritait 150 cyberpirates. Juin 2047, 120 rhétoriciens liégeois se suscitent collectivement pour contester les décisions de l'algorithme. Enfin, en avril de l'année dernière,
Error 404 franchit un nouveau cap dans l'escalade de la violence, en exécutant publiquement Tom Rubin, le créateur de l'algorithme. Avec Lisa, c'est toute une société qui espère que le gouvernement entame enfin un vrai débat sur l'algorithme. Madame la ministre, on l'a vu, l'algorithme est vivement contesté depuis plusieurs années. Pourquoi ne pas avoir réformé le système ? Figurez-vous que j'y ai moi-même songé, notamment au moment de l'opération Delete menée contre le groupe terroriste Erreur 404. Mais je me suis ravisée, et pas seulement parce que l'algorithme m'a choisi comme ministre. L'algorithme qui met en place le gouvernement. Mais où est passée la démocratie ? Grâce à l'algorithme, c'est le plein emploi. Plus de chômage, plus de mendiants dans les rues. Ça ne vous dit peut-être rien, mais en hiver, des gens mouraient dans les rues. Dans les rues, il y avait certainement d'autres facteurs qui expliquaient la misère sociale. Oui, peut-être, mais que faites-vous des discriminations ? Maintenant que c'est l'algorithme qui décide, il y a une réelle égalité des chances. C'est également pour ça que nous avons unifié les salaires. Mais justement, vous trouvez ça normal qu'un médecin soit payé pareil qu'un caissier ? Lorsqu'on a fait 7 ans d'études, on est en droit d'avoir un salaire adapté. Et vous avez même pas fait d'études pour en Je arriver demande là ? pardon ? On a compris, le sujet est sensible. Merci à nos deux invités. On suivra bien sûr l'évolution de la situation. On poursuit à présent avec l'actualité du jour. On me dit d'ailleurs que l'un des 5 enfants immortels est sur le point de s'exprimer. Tout de suite, on rejoint notre envoyée spéciale, Lina, sur place, sur l'île de transhumaniste de Grey Island, où l'on s'apprête à vivre un moment historique. Effectivement, Jules, le monde entier a les yeux rivés sur cette île du Grey Island, qui s'est enfin ouverte aux journalistes. Suite à des fuites, la pression était devenue insoutenable pour le comité exécutif de l'île, qui avait jusqu'alors réussi à garder le secret pendant plus de 30 ans et à cacher l'existence des 5 immortels. L'une d'entre elles, nommée Mahado, vient s'exprimer ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. waan dhibaatoonaya markaan arko dadkayga igu hor dhimanaya waan caajisay aan wax kastaan soo maray waan dhibaatoon waan bukaa dadkayguna way bukaan laakiin anu iyaga la mid ma yihi waxaan jeclaan lahaa inay dadkaygu gartaan waxaan yahay waxaan samayn karayo aan qofka lama xiriiri karayo laakiin markaan arko dhalinyartaan arkaa dadkoo dhan ma arkaya laakiin anu aad baan u gabooyahay ma doonaya inaan markhaati u noqdo adduunka dhammaadkiisa ma doonaya inaan waxaa arko waxa ay dhantaa anoo dagaalamo dhinta waxaan dareemayaa cidlo dadkoo dhan ma igu akoraya laakiin anuu weligiisaa ma ahaanaya waxaan rabaa hadaf waxaan rabaa macne waxaan rabaa hadaf marka waxaan iga codsanayaa maanta inaad xoogiinoo dhan saartaan hawshan saa iiga dhigtin qof dhiman karaya. Eh bien, il me semble que nous ayons perdu la connexion avec Grey Island. Je me tourne vers vous, Salma, pour analyser ce message inédit. Vous êtes journaliste et autrice d'un livre, Immortalité, une liberté, que vous avez écrit après avoir travaillé 2 ans sur l'île transhumaniste de Grey Island, où vous avez pu observer les immortels. Sont-ils heureuses ? On vient de voir Mahado s'exprimer avec des mots très forts pour exprimer son mal-être. Est-ce que c'est un appel à la communauté internationale scientifique ? Eh bien oui, Mahado est en pleine dépression et elle appelle au secours. La dépression, en fait, elle fait partie des nombreux effets secondaires. Il faut donc relativiser son état. On peut voir qu'elle n'est pas totalement elle-même dans ces images. Parfois, on observe d'autres effets secondaires à l'immortalité, tels que l'hypersensibilité à la lumière, des douleurs musculaires, des pertes d'audition. La question du prix à payer, eh bien, se pose réellement pour les candidats à l'immortalité. Mais la dépression est quasiment inéluctable. Oui, donc ce n'est pas encore tout à fait au point. On raconte d'ailleurs que le vaccin pour l'immortalité aurait été découvert par accident. Eh bien, Jules, parfois, des inventions ont lieu par erreur. Mais est-ce le cas de ce vaccin ? On ne sait pas vraiment. Dans les années 2030, il y a eu cette recherche active sur les cellules cancéreuses, qui a d'ailleurs finalement permis de vaincre le cancer. Au fil des recherches, les scientifiques de l'époque ont carrément réussi à arrêter le vieillissement de cette cellule qui est la base de ce vaccin. Malgré l'accord de Bombay en 2038, cette île échappe à toute régulation internationale et elle est aux mains des plus grandes fortunes de l'économie numérique, ce qui leur permet de développer des projets secrets sans avoir de compte à rendre à la population mondiale.
Pour terminer, une dernière question. Pour vous, quels sont les grands enjeux du comité de Grey Island? Eh bien, on retrouve l'enjeu écologique et l'enjeu humain. D'abord, ce vaccin produit énormément de déchets polluants, ce qui pose également problème sur la faune et la flore. Là où les déchets sont rejetés, eh bien, les animaux ne meurent plus. Et puis, il y a la question de la surpopulation. Alors là, les avis divergent et on a plusieurs solutions sur la table. D'abord, certains réclament carrément l'interdiction d'avoir des enfants pour les immortels. D'autres veulent refixer l'objectif des colonies martiennes et avancer l'ouverture des premières colonies en 2080. Et enfin, beaucoup de personnes âgées sur l'île tentent leur chance avec le vaccin, même si on sait que c'est dangereux. En fait, au-delà de 65 ans, vous avez deux possibilités. Soit le vaccin est létal et vous ne résistez pas, soit il fonctionne, vous devenez immortel, mais vous avez des pertes de mémoire très importantes et des effets secondaires inattendus. Merci Salma d'avoir commenté pour nous cette prise de parole de Mahado. On rappelle le titre de votre livre, Immortalité, une liberté, édité chez Gilgamesh. Au revoir. Imaginez une classe sans professeur humain, mais où les cours seraient dispensés par un robot. Le premier modèle de professeur humanoïde sera mis sur le marché dès janvier 2051 par la start-up Teach Tomorrow. On accueille sur le plateau la créatrice de cette entreprise, Madame Jones. Bonsoir. Bonsoir. Madame Jones, pourquoi avoir développé un robot professeur? Notre nouvelle génération de robots répond aux besoins de la société. En effet, contrairement à un professeur classique, un robot ne tombera jamais malade, ne sera jamais dépressif. Un robot a une connaissance infinie et ne se trompera jamais. Un robot est apte à garder son calme en toutes circonstances. Et il peut répéter à volonté des informations sans jamais s'agacer. Et il ne sera jamais gréviste ou syndicaliste. Bref, pour moi, le robot, c'est le professeur idéal. Les questions des téléspectateurs sont nombreuses. En voici quelques-unes. On commence par une première question. Pensez-vous réellement qu'un professeur est juste là pour transmettre des savoirs? Un robot n'aura jamais de sentiments. Comment fera-t-il face à un élève qui change perpétuellement, qui a parfois des coups durs ou qui a des besoins particuliers? Et c'est comment pour la natation? Vos robots sont waterproof? Pensez au coût d'un professeur pour la société. Imaginez les économies que nous allons réaliser. Le robot est un investissement durable. Et pour répondre à votre cher téléspectateur, eh oui, le robot est waterproof. Très bien, on enchaîne avec une prochaine question. Premièrement, tous les professeurs qui vont perdre leur travail, que vont-ils faire? Et deuxièmement, voulez-vous remplacer tous les humains par des robots? Merci. On est en 2050, il y a de nouveaux métiers qui sont apparus, il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Si les résultats ils sont convaincants, pourquoi ne pas proposer la robotisation pour l'ensemble de la population? Vous, par exemple, qui êtes journaliste, vous voulez pas moins travailler, avoir plus de temps pour vous, vous distraire, lire ou faire du sport? Oui, effectivement. Bon, pour terminer, je propose de passer une dernière question. On est déjà 10 milliards, on est en surpopulation et vous voulez encore créer des millions de robots, mais vous pensez au réchauffement climatique, à l'écologie, l'environnement, la pollution. C'est ridicule ce que vous dites. Fake news, fake news, fake news. Merci, Madame Jones. Je vous propose à présent de découvrir une façon singulière de vivre à l'école. Au collège Matthews Richus, les élèves sont équipés d'une puce et acquièrent instantanément le savoir universel. Plus besoin de théorie, pour eux les cours sont essentiellement pratiques. Un reportage exclusif de Camar Capogno. Effectivement, nous nous trouvons devant l'école Matthews Richus. Les élèves reçoivent dès leur premier jour une puce dans leurs dents. À quoi sert-elle? Pourquoi aller encore à l'école? Et à quoi sert ce bateau à réalité virtuelle qui se trouve juste derrière moi? Nous allons aller à leur rencontre pour en savoir un peu plus. Reportage. Reportage. Jules, tout va bien? Non mais Jules, réveille-toi! Quels sont les avantages de cette puce? Nous sommes devenus une sorte de Wikipédia humain.
Grâce à cette puce, nous pouvons voyager dans le monde entier en comprenant tout ce qui se dit. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez tout très facilement. Sauriez-vous me donner la valeur de pi? Oui, bien sûr. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 793. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Sauriez-vous me situer le Gabon? Le Gabon est un pays situé en Afrique centrale, frontalier de la République démocratique du Congo, de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Sa capitale est Libreville. Ça fait ça. Ok. Quand ma mère me raconte à la maison qu'elle devait rester tard le soir pour étudier des verbes en néerlandais, des verbes irréguliers bien sûr, ça me fait trop rire. Pourquoi allez-vous encore à l'école? Avez-vous des cours spécifiques? Nous allons encore à l'école parce qu'il y a quand même une partie pratique qu'il faut travailler. Même si nous avons toutes les connaissances théoriques, nous avons besoin quand même de s'entraîner. Oui, effectivement, il y a des cours spécifiques tels que l'empathie, le self-défense et du coup la partie pratique pour nos futurs métiers. Quel est votre cours préféré? Mon cours préféré est le cours à l'initiation à la vie adulte. C'est un cours où on apprend à gérer notre argent, par exemple à faire des économies, à mettre de l'argent de côté pour des occasions. On apprend aussi à gérer notre temps et à nous organiser. Expliquez-moi, quel est ce bateau de réalité virtuelle? Nous avons une navette de réalité virtuelle qui nous projette dans le passé et qui nous fait vivre des moments comme si nous y étions. Par exemple, là, je viens de voir la conférence en direct, la conférence de Berlin en 1884, où les États européens se partageaient l'Afrique et c'était hallucinant. Grâce à ce bateau, j'ai appris pas mal de choses sur la façon dont nos ancêtres fabriquaient leurs outils ou récoltaient leur nourriture. Une fois, je l'ai même utilisé pour voir à quoi ressemblait la vie de mes parents à l'époque du coronavirus. En fait, grâce à la puce, les professeurs s'investissent plus dans tout ce qui concerne le bien-être émotionnel et mental des élèves. Bon, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de continuer l'interview avec toi, mais je dois aller voir la première du Malade imaginaire de Molière le 10 février 1173. Je te dérange pas surtout. Je connais toutes les partitions musicales, je connais toute la géographie, toute l'histoire, je connais tous les éléments chimiques, je connais tous les livres qui ont été publiés, je connais tous les noms des arbres et des plantes. Waouh! Avez-vous des effets secondaires? Pas du tout. Êtes-vous heureuse avec cette puce dans votre dent? J'ai un peu peur pour être honnête. J'ai même parfois remarqué que je pouvais pas dire tout ce que je pensais. Mademoiselle, ça va? Oui, je suis très heureuse. Vraiment, vraiment heureuse. Je suis vraiment, vraiment heureuse. Je suis très, très heureuse. Croyez-moi, je suis heureuse. D'accord. On prend le large à présent, direction le canal de Bruxelles où le voilier ramenant les bénévoles belges de retour de la forêt amazonienne serait en approche. On les attend avec impatience pour recueillir leurs impressions sur la mission qu'ils ont menée en zone indépendante protégée d'Amazonie. Alors, Firdaus, vous êtes sur place, avez-vous des nouvelles? Non, toujours pas, malheureusement. Pas de nouvelles. Eh bien, on n'en saura pas plus. Merci Firdaus. On vous retrouve plus tard dans ce journal. Du grabuge dans l'espace public. Ces dernières heures, des dizaines de caméras de surveillance ont été vandalisées dans la capitale. Ces actions n'ont pas encore été revendiquées, mais les fauteurs de troubles, des groupes de jeunes, s'opposeraient à la surveillance vidéo continue qui couvre aujourd'hui 100% du territoire national. Nous ne voulons plus de caméras! Plus de caméras! Et nous aimerons pouvoir aller au parc et au centre-ville sans se faire espionner. Ouais. Et qu'on puisse dire ce qu'on veut sans perdre de crédits sociaux. La police est intervenue sur les lieux. Je suis avec notre analyste de plateau, Francine de Waiter, oui, bien entendu, Francine de Waiter. Excusez-moi, Francine, comment en est-on arrivé là? Alors Jules, pour comprendre, il faut remonter en 2025 quand le gouvernement a mis en place un système de caméras à reconnaissance faciale. Ce sont les fameux sisters de l'entreprise américaine Safe War Incorporation qui cotent les gens en fonction de leur action et leur attribuent un score de citoyenneté. Les personnes avec de hauts niveaux ont plus d'avantages et de liberté. Mais Jules, depuis 2048, le gouvernement belge n'a pas effectué les mises à jour. Sans ces mises à jour, l'intelligence artificielle semble prendre ses décisions elle-même quant au score de citoyenneté. Il est arrivé à plusieurs personnes de ne pas avoir assez de points pour rentrer chez elles, d'être privées de voitures ou d'activités culturelles, ce qui crée bien du fil à retordre à la police. Et justement, on écoute le ministre de l'Intérieur à ce sujet. Alors au début nous étions vraiment pour, car ça nous permettait d'identifier les criminels plus facilement
Et donc, le taux de criminalité, en conséquence, a baissé. Alors, quand le système a commencé à avoir des problèmes, les manifestations sont devenues plus présentes. Et donc, on a aussi perdu beaucoup de notre personnel, car on devait aider les gens, par exemple, à rentrer chez eux ou leur apporter de la nourriture, parce qu'ils n'avaient plus assez de points de citoyenneté pour faire ce genre de trucs. Et du coup, avec les manifestations, on n'avait plus assez de gens pour les empêcher. Et ça a causé assez de dégâts. Mais alors, comment se positionne la firme Safewell Incorporation face à ces dysfonctionnements? Du côté de la firme américaine, Jules, on rejette toute responsabilité. Je vous propose d'écouter Alan Smith, le directeur de l'entreprise. We had minor issues during the power cut of 2030. However, we haven't had any major problems since. We would gladly do anything in our power to solve this problem. However, it is the Belgian government's responsibility to give us enough money. We absolutely think that our system is intelligent and secure enough. Our faculty is very limited, therefore the chance of there being a fault within is very slim. We believe that everyone should gain or lose points fairly. We have faith in our employees that they don't take advantage of the work in those specific departments. My final question for today is, are there differences between the cameras within the different regions of Belgium? Yes, absolutely. Brussels and Flanders have not received their amount of money due to the update, whereas Wallonia has. Therefore, they have delayed. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous interrompons aujourd'hui votre programme télé. Nous sommes le groupe de personnes qui a coordonné la destruction des caméras de vidéosurveillance à Molenbeek et dans la Stube. Premièrement, notre génération, qui est née à une époque où le numérique était florissant, s'est complètement habituée à la surveillance. Nous sommes surveillés partout. À chaque coin de rue, dans nos maisons, sur nos lieux de travail. Le plus fou, c'est que vous avez complètement oublié l'intimité. Deuxièmement, nous constatons que selon les quartiers, la surveillance est plus ou moins intensifiée. Avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup plus de caméras dans les quartiers défavorisés? Troisièmement, nous ne supportons pas la façon dont les médias parlent de nous. Nous ne sommes pas des délinquants, ni des délinquantes. Nous sommes le retour à la vie. Vos technologies, vos fichiers, nous les détruirons pour pouvoir vivre en liberté. Les caméras détruites dans Molenbeek et dans la Stib, ce n'est que le début. Nous exigeons l'interdiction des caméras et de la reconnaissance faciale. Le retour de l'argent cash. La fin des papiers d'identité. Abat les frontières et les douanes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour sécuriser notre antenne et empêcher ces piratages intempestifs. Avant d'être interrompus, nous vous parlions donc des caméras et des difficultés liées au score de crédit social. Quand on se comporte bien, il grimpe. Quand on sort du droit chemin, il descend. Guidant le quotidien, notre score de crédit social rend aussi parfois la vie compliquée, notamment pour les couples qui ont une importante différence de points. C'est le cas de Patrice, 30 points, et Jenny, 120 points, pour qui profiter de la vie ensemble est devenu presque impossible. Stéphanie, on vous retrouve en leur compagnie. 64%, c'est la moyenne nationale en crédit social. Avec cette moyenne, vous ne devriez pas connaître de problèmes majeurs dans votre vie quotidienne. Mais pour certaines personnes, c'est plus difficile. Nous sommes ici chez Jenny et Patrice, dont la vie est parfois parsemée d'embûches. Regarde, ça marche pas. Pourtant, on est bien connecté au Big Compte. C'est difficile pour vous de réserver des vacances? On a essayé de réserver 15 jours en juillet à Costa Blanca. On va encore finir à Brille. Il y avait encore de la place pourtant. C'est dur pour vous. Ah, moi, vous savez, tant que je suis avec ma chérie... Ouais, c'est ça. Mais c'est à l'extérieur que ça se corse. Hier, nous les avons suivis au Théâtre National. Alors, pour vous, monsieur, ça va être compliqué, en même temps avec vos points. Mais pour vous, madame, si vous voulez, il y a une bonne place au parterre. Mais monsieur, si vous voulez, vous pouvez aller le voir en streaming chez vous, si possible. Bon, si tu veux, tu peux y aller, mon chaton. Vous en avez beaucoup, des cas comme ça? Alors, heureusement non, hein, parce que c'est vraiment infernal. Mais avec mes collègues, on a trouvé une bonne solution, donc ce serait de les envoyer regarder du streaming chez eux. Et heureusement, parce que les cas réaugmentent en ce moment et les gens ont vraiment plus de savoir-vivre. Ah, pire que moi, celui-là. Au Parlement, nous nous retrouvons avec... non, ne m'approchez pas, comment ça, c'est masque? Ne m'approchez pas, non, j'ai les droits, je peux me déplacer tout seul. Lâchez-moi, je peux me déplacer tout seul.
qu'il était là, bon. Et qu'ensuite il a disparu. Vous m'appelez, mon putain de frère. Le 20h, Doha Jahadi, 100 points. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver sur Tactique pour poursuivre ce journal télévisé. C'est voté et ça sera mis en place d'ici la rentrée prochaine. Un quart des parlementaires sera désormais âgé de maximum 18 ans. Cette décision va-t-elle vraiment changer le visage du Parlement? Éclairage tout de suite avec Mathis et Sismo. 150 nouveaux parlementaires vont bientôt rejoindre le Parlement, qui comptera désormais 600 membres. Leur particularité? Ils sont âgés de maximum 18 ans. Cela représente un quart de la composition parlementaire. Parmi ces jeunes, la moitié sont celles entre 15 et 18 ans, et l'autre moitié se divise entre celles qui ont entre 10 et 15 ans. Et enfin, les plus jeunes qui ont en dessous de 10 ans. Cette décision a été prise afin que le Parlement soit plus en adéquation avec la composition de la population actuelle. Ces jeunes seront tirés au sort sur base volontaire. Nous prendrons en compte des critères précis pour que le tirage au sort reflète la diversité et la parité. Le mandat court de 6 mois permettra aux jeunes de poursuivre leurs études, mais aussi la rotation, et donc une intégration citoyenne réelle à tous les échelons de la société. Le gouvernement espère ainsi que des idées nouvelles et innovantes puissent voir le jour. Malgré l'enthousiasme des autorités, la présence des parlementaires de moins de 18 ans dans l'hémicycle divise, et même au sein de la jeunesse. Pour en parler, j'ai avec moi plusieurs jeunes invités. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes pour? Totalement, oui. Et vous êtes contre? Absolument. Oui. Qu'en pensez-vous, genre? Je pense que c'est une très bonne chose que des jeunes puissent être au Parlement parce qu'ils font partie de la société et ils ont une place importante et ils doivent avoir le droit d'exprimer leur opinion. Oui, je suis d'accord qu'ils ont une place dans la société, mais ça ne fait pas qu'ils doivent être dans le gouvernement. Bien sûr que si. Mais non. Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment la priorité d'être en politique et gouverner. Mais on leur a jamais donné la chance. On leur a jamais donné la chance d'être au Parlement. On leur a jamais donné la chance de parler, d'avoir une opinion. Sur quel sujet vous êtes capable de vous exprimer? Mais tous, je pense qu'on a à 16-18 ans, on peut parler de tout. Ou l'écologie. Il n'y a que nous, les jeunes... L'écologie, ça ferait vraiment très hypocrite parce que les jeunes sont vraiment les premiers consommateurs. Les cibles des marques, c'est eux qui poussent à la surconsommation. Oui, même si les adultes le font aussi, mais c'est eux qui veulent des... La marche de 2020, de 2019... C'était quasiment que des jeunes qui sont sortis, l'écologie, qui sont marchés, ils l'ont fait et ils ont battu. Ils l'ont fait. Ils ont déjà fait. Les adultes aussi prennent avant. S'il vous plaît, un par un, s'il vous plaît. Les jeunes l'auraient pu le faire depuis bien plus longtemps parce que les adultes aussi. Mais les adultes font aussi de leur problème. Ce problème est là depuis très longtemps. Vous généralisez des choses. Les adultes et les personnes âgées se disent que leur temps est il y a des adultes qui ont créé plein de choses pour pouvoir aboutir au réchauffement climatique. Il y a encore il y a des jeunes ce réchauffement climatique. C'est qui consomme? Les jeunes sont informés. Les jeunes. À la fois, s'il vous plaît, à la fois. Les plus grands consommateurs sont les jeunes. Les plus grands consommateurs sont les jeunes. C'est eux qui veulent. C'est eux, c'est tout. Qui est-ce qui roule dans des grosses voitures? C'est les jeunes de 16 ans? Qui est-ce qui va acheter des vêtements à ses enfants? Les jeunes. Mais tu peux avoir le permis à 16 ans, donc tu peux pas dire qu'un jeune ne peut pas avoir le permis. Ils en veulent toujours plus. Ils en veulent toujours plus. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Alors maintenant, ces jeunes... On précise, s'il vous plaît. On précise qu'une dizaine de nouveaux parlementaires seront donc très jeunes vu qu'ils auront moins de 10 ans. On écoute quelques-unes de leurs futures propositions de loi. Faut pas manger sa disposition. Si tu en manges tous les jours, il n'y aura plus de cochons. C'est pas grave quand on mange du cochon mort et qu'après on se brosse les dents. Je sais que ton papa a un vélo électrique, il est. Alors, il fait un peu de pollution, mais c'est pas trop grave. C'est que les voitures qui sont très graves. Les gens qui les jettent sont incapables de les récupérer dans la nature. Si on jette, on ne sait pas récupérer parce que ça peut être parti à jamais. Mais peut-être qu'un autre enfant le verra et le ramassera. C'est pour ça que moi je dis, ce n'est pas bien quand c'est un enfant abandonné sans adulte et qu'il peut le ramasser et que c'est une cigarette. Moi j'aime pas ça. Comme si je lançais un crayon à la place d'une cigarette.
Maintenant, on a vu des jeunes. Est-ce qu'ils sont pas trop jeunes pour vous? Mais pas du tout. Mais si, on voit très bien qu'ils savent même pas ce Mais pas qu'ils du disent. tout, ils ont une façon de penser, une sensibilité comme vous. Mais ils sont pas trop jeunes, pourquoi ils ont aussi un avis? Mais oui, mais juste parce qu'ils sont irresponsables. Ils sont irresponsables. Qu'est-ce que c'est ça? On a fait ça. Hey, calmez-vous, calmez-vous. C'est pas un débat. Tu fais envoyer des fake news ici. Comment on peut rester calme quand des enfants? Mais toi, tu dis n'importe quoi. Mais c'est ça m'énerve. Merci à tous. Voici une discussion quelque peu écourtée et source de tension qui nous promettent bien des débats à la rentrée parlementaire. Grâce au service civique, plusieurs dizaines de millions de personnes du monde entier sont parties au secours de la forêt, et même des Belges. Certaines reviennent aujourd'hui envoyées. On rejoint Firdaous au canal. Firdaous, sont-ils enfin là? Ok. En attendant leur arrivée, je vous propose de regarder ce reportage qui récapitule les faits marquants qui nous ont permis de sauver le poumon de notre belle planète bleue. Un reportage de Guillaume Eustace. Nous sommes en 2021 au Brésil. Après avoir été atteint 2 fois par le Covid-19, Bolsonaro décède. Tout le pays est sous le choc et les tensions montent. De plus en plus de manifestations contre le gouvernement sont organisées. Les politiques fouillent le pays. C'est le début d'une guerre civile qui durera près de 10 ans. Lors de celle-ci, plus de 50% de la forêt est détruite, le réchauffement climatique s'accélère et de nombreuses espèces animales disparaissent. C'est une véritable catastrophe. Pendant ce temps, la plupart des pays du monde entrent en coalition. Il faut stopper cette guerre et trouver une solution pour la forêt. 2026, c'est l'année du grand réveil. La population mondiale ouvre les yeux et réalise qu'il est plus que temps d'agir. En 2032, des élections présidentielles sont enfin organisées après ce que l'on pourrait appeler l'une des pires décennies de l'histoire du Brésil. Les élections sont très serrées, mais c'est Ayana Omaha, une jeune femme indigène, qui les remporte. Très vite, l'organisation d'un plan mondial est mise en marche en vue de la dénationalisation de la forêt amazonienne. Le 1er janvier 2040, la forêt amazonienne devient officiellement zone naturelle protégée. Les autochtones ont beaucoup souffert, mais peuvent enfin reprendre la gestion de leur héritage ancestral et sacré. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne, vous me le confirmez Firdaous? Les bénévoles belges sont bien arrivés? Oui, nous sommes en compagnie d'Anis, jeune belge qui vient d'accoster. Alors, comment c'était? C'était incroyable. C'est une terre extraordinaire. J'ai découvert des animaux hallucinants. J'ai logé dans des familles d'accueil. J'ai planté des arbres. J'ai tout fait pour aider, tout. Vous semblez très ému. Bah oui, cela me marquera à jamais. Vous avez des photos? Des photos, elles sont dans ma tête et elles ne disparaîtront jamais. Merci Anis, je vous laisse rejoindre votre famille. Rappelons que de telles initiatives sont soutenues un peu partout dans le monde pour préserver les espaces naturels. Et qu'il n'est jamais trop tard pour vous engager. À vous les studios. Putain, il fait froid. On continue avec l'actualité internationale, celle du Nourland précisément, où la présidente Nour a prononcé son discours de mi-mandat dans un Nour Stadium archibondé, en compagnie de tous ses ministres. La présidente Nour a créé la surprise en dévoilant un projet inédit d'intégration des seniors dans la société. Fini les maisons de retraite. Partout où Nourland, des villes seront conçues pour que les différentes générations cohabitent en harmonie. On l'écoute. Aujourd'hui, notre nouveau projet, c'est la création de villes kangourous dans tout le territoire. Les personnes âgées vont enfin avoir une place plus confortable et ne plus être parquées dans des halls. Le soin et l'assistance sont des valeurs collectives qui doivent être prises en charge par l'ensemble de la communauté. Seniors et jeunes pourront enfin échanger et s'enrichir de leurs énergies et maturités respectives. Audience très attendue au palais de justice de Bruxelles cet après-midi, dans le cadre du procès du robot soignant. Celui-ci risque une condamnation à mort. Basil, vous suivez ce procès pour nous? Des nouveaux témoignages pourraient-ils faire basculer l'opinion des jurés populaires? En effet, Doha, la tension est palpable ici au palais de justice de Bruxelles, dont on nous assure que les travaux seront bientôt terminés. L'émotion était très forte cet après-midi puisque de nombreuses personnes du quartier sont venues témoigner pour soutenir l'IRL 3.1, le robot humanoïde conçu par le professeur Blanquier.
Pour rappel, ce robot aux capacités impressionnantes avait été initialement conçu pour soigner les cancers et autres maladies auparavant incurables. Mais il a très vite développé d'autres capacités en s'occupant des déchets nucléaires par exemple, ou en aidant régulièrement les personnes âgées. Ce super-héros du quartier de Saint-Gilles était bien sûr fortement apprécié par la population qui le lui rendait bien. Alors que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui l'a conduit à commettre l'irréparable en brisant la nuque de son créateur ? D'après les témoignages entendus aujourd'hui, il semblerait que son créateur, le professeur Blanquier, ait voulu limiter ses capacités pour le revendre à la firme pharmaceutique AstraZeneca. Difficile d'en savoir plus, étant donné que l'humanoïde est plongé dans un mutisme total depuis son crime. Alors que va faire la justice ? Lire le 3 points avait-il prémédité le meurtre de son concepteur avec malveillance ou avec la seule intention d'être libre et de continuer à aider l'humanité ? Pour son avocat, étant programmé, le robot ne pouvait prendre aucune décision libre. Mais qui lui a donc fait prendre cette décision déterminée ? Le procureur réclame la peine de mort. Ce cas fera-t-il jurisprudence et réhabilitera-t-on, pour les robots, une peine abolie depuis si longtemps ? Si tel est le cas, n'y a-t-il pas un risque de soulèvement de ces robots humanoïdes ? Faut-il cesser la conception de ces 10 robots ? Les questions sont nombreuses et ce n'est sans doute pas la fin de l'histoire. Grosse prise à la frontière belgo-hollandaise ce soir. Nous venons de recevoir les images de l'arrestation des trafiquants. Il s'agit d'une saisie importante de P-slip. Pour rappel, la P-slip légalisée dans certains pays est une pilule permettant de dormir seulement 45 minutes. La pilule serait convoitée par les entreprises du pays qui voient une façon d'augmenter considérablement le niveau de productivité. Et on termine ce bulletin d'information par un peu plus de légèreté avec notre archive du jour. Ce soir, elle donne la parole aux jeunes de 2021. Nos confrères de l'époque les avaient questionnés sur leurs attentes futures. Quels étaient leurs besoins, leurs envies ? Comment rêvaient-ils le monde en 2050 ? Écoutez. Moi, en 2050, j'espère une ouverture d'esprit, l'acceptation de l'autre, qu'il n'y ait plus de jugement ou quoi que ce soit d'autre. Moi, j'espère qu'il y aura un équilibre de parole, pas même envers les jeunes et les plus âgés, évidemment, mais aussi pour toutes les populations. Parce que c'est pas que des populations ou des groupes de personnes ont plus raison que d'autres. C'est qu'on a chacun un point de vue différent pour envisager les choses et que si on apprenait peut-être à parler de ça, on pourrait avoir de meilleures idées. Moi, j'imagine plus 2050 comme une dictature. Ce que j'ai peur pour l'année 2050, c'est que la Chine contrôle tout et par les téléphones, les ordinateurs, tout ça, suivent notre vie privée. Ouais. L'argent aussi, ça pose vraiment beaucoup de problèmes et je pense que avec l'argent, ça va créer beaucoup de problèmes en 2050. Déjà là, ça commence vraiment à aller mal parce que les adultes pensent qu'à l'argent, même les jeunes en général, tout le monde pense qu'à l'argent. En fait, je suis pas d'accord parce que pour moi, non, tout le monde n'a pas comme centre d'intérêt l'argent. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent fait pas le bonheur et que c'est pas ça le plus important et tout, mais les gens qui pensent ça, c'est pas des gens qui ont le pouvoir de changer les choses. Mais je trouve aussi qu'on met pas assez d'importance à découvrir sa passion ou par exemple, vous, j'imagine que vous faites un métier un peu atypique, on va dire, et donc vous aimez ça et on pense pas tout de suite à un métier, on pense pas tout de suite à caméraman ou tout ça, ou réalisateur. Et je trouve que c'est un truc qu'on voit pas assez à l'école, d'essayer de découvrir d'autres choses pour... ça se trouve, on adore ça et voilà. J'ai l'impression qu'à l'école, on nous apprend les métiers soi-disant de base. Par exemple, on nous apprend beaucoup plus les mathématiques que l'art. On bâcle un peu l'art, alors que je trouve ça un peu absurde. On n'apprend pas toutes les choses de la vie, par exemple les impôts, comment payer, avoir l'argent, comment vivre en société, ou des choses dans le genre. Ou alors tout simplement faire sa lessive ou sa vaisselle. C'est vraiment des choses peut-être débiles, mais qu'on n'apprend pas et qu'on en a besoin quand même, parce que pour plus tard, quand on va vivre seul ou accompagné ou je ne sais quoi, si on va se retrouver comme ça, on va manger des pâtes tous les jours. C'est bien, j'aime bien les pâtes, mais à un moment, c'est... Voilà, je trouve qu'il y a des choses qu'on devrait plus apprendre, qui seraient plus utiles pour plus tard. Moi, je pense qu'en 2050,
peut-être pas, mais je crois qu'il y aura beaucoup plus d'appareils robotiques et tout ça. Et dans tous les secteurs, au niveau de la médecine, des commerces et tout ça, et peut-être même dans les écoles, il n'y aura plus d'enseignants, il y aura juste des robots avec des écrans. Enfin, si c'est un robot, pire, je vais donner un exemple extrême, mais je le frappe. Enfin, c'est un robot, je m'en fiche en fait. Il n'y a pas le côté, non mais, il y a pas le côté humain qui a, j'aime pas dire ça, mais supérieur un peu, c'est ton prof. Là, c'est un robot, même pas un humain qui, enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre comme idée. Je trouve qu'on parle beaucoup trop de l'écologie et même dans les manifestations, quand il y a plusieurs milliers de jeunes qui lèvent les mains pour dire qu'il n'y a pas assez de recyclage et tout. Mais tous les jeunes, ils portent des vêtements qui viennent de Chine, des grosses marques. Et moi, je crois qu'il faut d'abord penser à mettre des vêtements et acheter de la nourriture locale. Comme ça, on pollue moins. En 2050, j'imagine que la planète sera surpeuplée. Il y aura beaucoup trop de monde vu comment il y a de plus en plus de monde sur notre planète. Et il faudra bien trouver une solution parce que la planète n'est pas assez grande. Et du coup, j'ai pensé que ce serait possible qu'on trouve une autre planète auquel ça coûterait hyper cher d'y aller là-bas. Du coup, que des multimilliardaires iraient. Et ce serait hyper compliqué d'atteindre. Ça créerait tous des problèmes, que ce soit politique ou dans la communauté. Et que ce serait reparti, quoi. Et ce que j'ai peur, c'est qu'on envoie tellement de satellites ou de déchets mécaniques comme ça pour voir la Terre de l'espace, que finalement, en fait, l'espace est rempli de tous ces robots. Et que finalement, c'est tout notre système qui va être pollué à cause de nous. Et ça me fait un peu peur. Enfin, peur. J'espère pas. Moi, c'est juste un détail, mais je me demande comment ce sera le vocabulaire. Parce qu'on regarde avant, on parlait beaucoup plus soutenu, comme nos grands-parents parlent par exemple. Et je me demande totalement, les langues, comment ça va évoluer. Moi je pense que la société en 2050, elle pourrait fort évoluer par rapport au jugement des gens. Parce que je trouve que notre génération, elle est beaucoup plus ouverte d'esprit par rapport à la couleur de peau, à l'orientation sexuelle et tout. Et du coup, je pense qu'en 2050, comme nous, on sera les adultes à ce moment-là, on pourra plus enseigner ça à nos enfants et du coup, ça va continuer et on sera beaucoup plus ouvert d'esprit que maintenant. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir choisi Tactique pour vous informer et belle soirée à tous et à toutes. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette édition spéciale consacrée à ce JT 2050 que vous venez de voir, mais aussi au festival Tactique. En plateau avec moi, 3 jeunes qui ont participé à cette émission, qui ont conçu ce JT 2050. Ils sont avec moi, il y a tout d'abord Evans Vink, bienvenue. Vous êtes en 4e secondaire au lycée intégral Roger Lallemand à Saint-Gilles. Vous n'êtes pas seul en plateau, puisqu'il y a également à mes côtés Doha Jahadi. Membre du comité des jeunes de Bruxelles Laïque, un des membres partenaires avec le Théâtre National de ce festival. Et puis il y a également Ainoa Montefray. Bonsoir. Vous êtes rhétoricienne au lycée français Jean Monnet, situé à Uccle. Merci à tous les 3 d'être là. C'est vrai que c'est une sacrée aventure dans laquelle vous êtes engagés tous les 3. Ainoa, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois déjà, que votre école est impliquée dans ce JT 2050. Quelle était la mission de votre classe ? Tout d'abord, la mission était de se mettre en contexte, de s'imaginer en tant que jeune en 2050 et quel était le monde qui pouvait nous entourer, afin d'avoir une idée de ce que ça pouvait représenter comme enjeu et d'en faire un texte, d'en faire une scène pour pouvoir le jouer pour tous. C'est ça, donc c'est un journal télévisé qui fait une 40aine de minutes, on l'a vu, et chacun a participé à sa façon à ce JT. Vous, c'était vraiment construire un discours pour une présidente futuriste. C'est ça, une présidente futuriste, donc Nour, qui représente cette présidente de cette Europe fédérale, ce nouveau pays
et donc qui doit s'adapter à la situation et aux enjeux contemporains. Comment on se prépare à un tel enjeu et puis à écrire ce discours? Tout d'abord, ça demande pas mal de temps de réflexion, on travaille, on brainstorm, on essaye de rechercher les idées, on se concentre sur celles qui sont les plus... qu'on peut concrétiser le mieux, celles qui s'accordent le mieux entre elles, et après on écrit, on se rejoint, on place des mots sur ce qu'on veut faire ressentir. Et puis il y a eu un vrai travail avec vos professeurs, il ne faut pas les oublier, c'est aussi qui vous emmenez dans cette aventure, un travail sur l'Europe justement, puisque c'est un peu la thématique, on parle d'une Europe fédérale, c'est un thème qui a été facile à aborder en classe et qui vous a éclairé peut-être sur l'Europe? Ça a été facile parce qu'on en a une idée première, donc on avait quelques idées qui venaient, qui fusaient entre elles, et puis on est spécialiste dans différents secteurs. Il y en avait qui étaient spécialistes en géopolitique et qui ont pu nous aider à comprendre un petit peu mieux l'ampleur du mot Europe au final. Donc des spécialistes sont venus vous éclairer? Ce qu'on appelle spécialiste, c'est lors de nos 2 dernières années de secondaire, on choisit des matières dans lesquelles on va se spécialiser, qu'on appelle des spécialités. Et il y en a une qui s'appelle Histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Donc on le voit, il y a un prolongement à travers de vos études. Alors Evans, vous aussi, vous avez participé à ce projet. Il y a eu beaucoup de brainstorming pour parler d'une pilule un peu particulière. Expliquez-nous. Donc en fait, nous, ce c'est qu'on a un peu parlé sur... une pilule du sommeil, donc elle est modifier notre quotidien et allonger notre temps de conscience pour pouvoir être plus productif chaque jour, parce qu'on s'était dit que dormir, c'était de moins en moins utile et qu'on devait créer une pilule qui pouvait modifier ça pour qu'on ne dorme pas, tout simplement, et être productif. Donc dans le futur, vous avez imaginé qu'on devrait moins dormir? C'est ça. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que non seulement on pourrait allonger notre temps de conscience, donc pouvoir vivre le moment présent, si on peut dire ça comme ça, et aussi pouvoir créer des choses. Au lieu de dormir, on pourrait créer plus de choses. Donc très philosophique aussi comme approche, peut-être moins géopolitique, on voit, c'est plus philosophique. Et puis, il a fallu mettre ça en image, parce que vous, votre défi, c'était pas la construction d'un discours, mais d'un reportage. Expliquez-nous comment vous avez réalisé cela. C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec Fabrice Murgia, donc le directeur du Théâtre National. Exactement, ouais. On a fait une storyboard, donc on a dû mettre en scène un trafiquant qui transportait ces pilules-là du sommeil, sauf qu'elles avaient un effet négatif. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 pilules. Donc la pilule qui a un effet positif sur le corps, mais qui empêche aussi de dormir, et à l'inverse, la pilule qui a un effet négatif sur le corps. Donc il y a eu un travail avec Fabrice Murgia, en tant que metteur en scène, vous a appris des techniques finalement pour écrire un scénario. Puis il a fallu le tourner. Quel était votre rôle dans ce reportage? Alors moi, j'ai interprété le trafiquant de pilules. Donc j'avais une mallette avec les pilules du coup qui avaient des effets négatifs. On peut dire que c'est de la drogue. Et j'avais ça, je transportais ça dans le coffre de la voiture. Alors, une vraie voiture ou c'était du virtuel? Comment ça s'est passé? Une vraie voiture, oui. Vous avez tourné, en fait, carrément dans le coin de votre école à Saint-Gilles. Exactement, oui. Et du coup, la scène, c'est qu'il y a eu 5 policiers qui sont venus m'arrêter parce que je transportais des stupéfiants. D'accord. Et donc, tout ça a été mis en scène avec l'aide, évidemment, des metteurs en scène de l'équipe du Théâtre National qui chapeaute un petit peu ce festival. On verra ce reportage, évidemment, dans le JT 2050. En tout cas, on l'a vu, on pourra le revoir. À vos côtés, il y a aussi Doha. Doha, vous êtes également dans ce journal télévisé, mais vous avez une double casquette dans ce projet, puisque vous êtes un membre du comité jeune de Bruxelles AI qui prolonge en fait ce projet en un festival. On rappelle un peu le contexte. Au départ, c'est un festival qui devait amener les jeunes au théâtre et un théâtre pour les jeunes, par les jeunes. Et puis, le Covid chamboule tous nos vies. Quand il y a eu les préparatifs, les jeunes ont reçu ceci. C'est un petit QR code. À quoi sert-il? C'est une partie du festival. À quoi ça sert? C'est à quoi ça sert? C'est pour le 20 mars aussi, à partir de 13h. On a dit, on n'a pas le droit de se rencontrer à cause de la crise sanitaire. Pourquoi pas ouvrir un forum en ligne avec d'autres jeunes pour parler de la société de maintenant et puis discuter avec d'autres jeunes, voir leur point de vue et puis en parler avec eux. Donc juste en parallèle avec ce JT, le jour de diffusion de ce JT, donc aujourd'hui, il y a eu ce débat, ce forum, et puis c'est pas fini. Il y a un prolongement, c'est pas fini. Sûr.
vous allez continuer tous à vous voir. Expliquez-nous. En fait, comme le festival n'a pas pu le faire, ça sera remporté en 2022. On espère on pourra le faire en vrai. En attendant que ça vienne, on fait beaucoup de choses. On crée des forums, on discute entre jeunes. Il y aura des ateliers Oui, également. il va y avoir des ateliers pendant les vacances sur différents sujets, sur différentes thématiques. Qui a quel but finalement? De continuer à montrer un peu les coulisses de la création? Oui, bien sûr, parce que les jeunes, du sens qu'ils ne sont pas là juste à faire un texte, à créer et à jouer devant la caméra. Ils sont aussi, on va dire, un peu côté technique, voir l'arrière, comment c'est fait, comment c'est organisé aussi, d'en discuter, de dire son point de vue. Et ça, c'est bien parce qu'en tant que jeune, d'avoir des gens qui nous écoutent et qui nous aident, ça, c'est chouette. Et oui, c'est clair que c'est motivant et c'est clair que Ainhoa, vous qui avez justement une option théâtre, quand on vous a parlé du fait que c'est pas juste un moment M, ce JT 2050, qu'il y a effectivement la possibilité de faire ces ateliers, de prolonger un petit peu le projet, c'est quelque chose qui vous a intéressé? C'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé. Tout d'abord, le fait de pouvoir y participer, d'avoir ce projet qui ralliait la francophonie et de pouvoir s'épanouir et de découvrir un petit peu plus ce monde artistique, ce monde du théâtre, de la réalisation, de la production. Ça comptait beaucoup pour nous parce qu'en plus d'une option, là on avait vraiment la possibilité en tant que jeune de s'exprimer, de prendre la parole avec le forum, d'interagir avec les autres, de comprendre leur point de vue et puis donc de mener ce projet mais aussi de le concrétiser en participant à le faire, à le tourner, etc. Oui, vous l'avez dit, c'est aussi la rencontre de professionnels. Ça aussi, Evans, vous m'avez dit en coulisses, moi un jour j'aimerais être acteur. Est-ce que ça a conforté votre envie de faire ce métier? C'est sûr. C'est sûr que se mettre en scène, c'est toujours, ça aide toujours. Ça motive plus, ça projette. Donc, moi, évidemment que ça m'a fait une expérience cool. C'est une chouette expérience. Et puis, en tant que jeune, vous avez aussi, comme Ainhoa ou Doha, l'impression d'avoir eu le droit à la parole. Vous avez eu l'impression de pouvoir vous exprimer un peu plus que si vous étiez en classe ou en dehors de la sphère scolaire? Déjà que moi, dans mon école, ce qu'il y a, c'est que on pousse beaucoup le fait de savoir s'exprimer. Donc, je dirais que ça m'a juste permis d'appliquer ça ailleurs, mais ça m'a pas vraiment aidé au final parce que dans mon école, on s'exprime déjà comme il faut. C'est vrai que c'est une école à pédagogie active, on pousse déjà à l'expression orale. C'est pas forcément évident de prendre la parole. J'ai un peu vu les coulisses aussi de ceux qui ont dû s'exprimer devant une caméra. Vous avez dû vous mettre en scène, apprendre des textes. Quelle expérience aussi extraordinaire pour vous, Doha. Qu'est-ce que vous retenez de ces répétitions, de ces coulisses et de ces rencontres avec des jeunes finalement que vous ne connaissiez pas? Déjà, on a fait des belles rencontres, j'ai envie de dire. Je connaissais pas des gens et j'en ai fait. Et aussi, je retiens quoi? Que le positif. Certes, c'est pas facile de se mettre en scène, d'avoir quand même un rôle, de faire un texte, mais je retiens que le positif et c'était très très chouette de faire cette expérience et je suis ravie d'avoir participé au JT 2050. Alors, c'est pas fini, on l'a dit, mais malgré tout, vous aussi, Ainhoa, c'est vraiment une expérience enrichissante pour vous. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? C'est une expérience très enrichissante de pouvoir avoir pu penser au projet, être accompagné par des professionnels, comprendre l'ampleur de ce que ça pouvait devenir et aussi s'assurer pour les générations suivantes que ce festival continuera et qu'on pourra toujours accompagner les jeunes et leur voix pour les années futures. Evans, si vous deviez recommander la participation à ce festival, vous le feriez volontiers? Il faut venir, il faut le faire, cette expérience? C'est sûr que c'est une expérience même pour ceux qui ne sont pas vraiment intéressés, on va dire, je leur recommanderais toujours ça. Très bien. Je vous remercie en tout cas à tous les trois d'avoir débriefé un petit peu ce JT 2050 avec nous. Mais ce n'est pas fini, on l'a dit, ce festival tactique se poursuit dans les semaines et mois qui viennent. Si vous voulez revoir le JT 2050, mais aussi en savoir plus sur ce festival, rendez-vous sur tacticfestival.be, mais aussi sur bx1.be, où on vous a aussi réservé les coulisses du festival, puisqu'avec une de nos équipes, on a filmé la fabrication depuis l'arrivée en classe jusqu'à ce fameux JT 2050. On vous recommande d'aller sur notre site bx1.be. Merci et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.